Bienvenue dans Ponctuation, le magazine littéraire de la CRTV. Alors c'est plutôt une ponctuation musicale qu'on vous propose sur cette antenne. Ponctuation musicale parce qu'on va parler d'un livre qui est consacré au Bikoutsi, au cœur des reines du Bikoutsi. C'est un ouvrage écrit de sa plus belle plume par Joseph Foumtim. Le livre chante le Bikoutsi de manière historique, mais surtout insiste sur la forme actuelle du Bikoutsi, la touche des femmes, la touche nouvelle, parce que le Bikoutsi est d'essence féminine, mais les nouveaux habits du Bikoutsi et les problèmes qui vont avec. L'ouvrage est une étude. Place maintenant à son auteur, au maître, pour qu'il nous donne les clés de compréhension de cette recherche qu'il a faite. Bienvenue Joseph Foumtim à ce programme. Merci Serge. Je suis particulièrement heureux d'être votre invité parce que le Bikoutsi, dans son écriture historique, la CRTV garde une place fondamentale. Ok, la radio, la télé, enfin la CRTV en général, le média, CRTV, voilà. Le média de service public audiovisuel. Tout à fait. Alors, on doit préciser que vous n'êtes pas votre premier essai sur le Bikoutsi. Le premier essai était transformé. C'était un livre consacré à Zanzibar. Effectivement, le premier livre que je fais sur le Bikoutsi, c'est sur, si on peut dire, une biographie, un essai biographique sur les têtes brûlées, et avec un focus particulier sur Zanzibar qui, comme vous le savez, était, si on peut dire, le héros, le guitar héros des têtes brûlées, celui qui a porté les têtes brûlées dans les cimes qu'on a pu connaître jusqu'à sa mort en 1988. Alors, un écrit comme celui-là, d'où vient l'idée de l'anglais sur le côté féminin? Oui, c'est une observation. On s'est rendu compte au tournant des années 99-2000, un retour de la femme sur la scène du Bikoutsi. Parce que, comme vous l'avez signalé dans votre propos introductif, le Bikoutsi, à la base, est une création féminine qui a été récupérée et qui a été standardisée et mise en place et industrialisée pour devenir le rythme moderne qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce retour est en quelque sorte un recours qui a permis au Bikoutsi, qui, à la mort de Zanzibar, s'essoufflait quand même. S'essoufflait parce que les hommes étaient déjà dans les apories de leur propre système. Pas forcément à ce moment, parce que à la charnière des années entre 80 et 90, Monsieur Bargassoukous fait du Bikoutsi une musique très populaire. Oui, tout à fait. La popularisation du Bikoutsi, c'est ces années-là, quand même. Tout à fait, avec Sono Sono, avec Essamba. Ça c'est autour des années 91-92, avec sous la production de Claude Tchéméni. Non, j'amorce plutôt le tournant des années fin 90-2000. À ce moment-là, on est dans une sorte de ronron. On est dans le pédalé. Voilà, on cherche partout, on va chercher dans les rimes ivoiriennes, on va chercher dans le dombolo. Donc on est dans le ronron, mais les femmes reviennent. Les femmes reviennent avec les Lady Ponce, avec Katino. Elle qui a commencé dans les années, tout début des années 90. Voilà, mais pas elle très exactement, parce que le Bikoutsi féminin versant moderne. Le premier enregistrement, c'est une certaine Selza. Selza, en 1982, avec à la guitare, Bounibala, avec un accompagnement de Georges Seba. Selza, qui n'est connue au Cameroun qu'en 87, lorsqu'elle passe à Télépodium. Donc il y a elle, mais il y a aussi, si on peut dire, Mat Zambo. Matzo Zambo. Avec une chanson Makon. Là-dedans, il y a déjà une bonne instrumentation du Bikoutsi.
Mais la personne qui prend vraiment le fanion du Bikutsi en main, ça, c'est Rantanplan. Mais Katino a la chance d'avoir autour d'elle toute une structure, toute une industrie, avec Tino qui est là pour composer certaines chansons, pour arranger, avec Angé Bogo et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que dans l'imagerie populaire, c'est autour de sa personne que se construit donc ce recours, en tout cas, ce retour du Bikutsi féminin. Il y avait un binôme Rantanplan Katino, début des années 90 à ce moment. Je vous repose la question, pourquoi? Donc, revenir à ce Bikutsi féminin, et elle est baptisée reine du Bikutsi. Oui, et reine. Parce que c'est un basculement? C'est pas un basculement. C'est une continuité, mais une continuité un peu genrée, parce que là, les femmes reprennent le pouvoir du Bikutsi, apportent des contributions, apportent des innovations complémentaires à ce que les hommes avaient fait jusque-là, poussent leur création très loin, jusqu'à la provocation, et entraînent derrière elles un public qui est tout à fait, qui se retrouve dans ce qu'elles produisent. Et donc mon livre consiste donc à étudier de quelle manière est-ce que ces femmes construisent, quelles sont les scénarisations discursives qu'elles construisent dans les paroles, dans les clips, dans les présences sur scène, pour pouvoir gagner cette confiance ou alors cette notoriété vis-à-vis du public. Alors l'étude, donc, c'est au cœur des reines du Bikutsi, cœur CH. Pourquoi? Oui, cœur CH, parce que je voulais faire un jeu de mots entre le cœur biologique, qui est quand même le centre des mécanismes biologiques de l'homme, et puis le cœur comme étant, si on peut dire, le noyau dur d'un orchestre où on chante. Donc je voulais faire ce jeu de mots pour rappeler que les femmes sont revenues au cœur de la musique Bikutsi. Alors, est-ce qu'il y avait un problème ou est-ce que votre étude veut montrer que ce nouveau souffle-là a une pertinence, a quelque chose de fort, et pas par rapport à la problématique éthique, questions éthiques qu'il pose, il mérite d'être défendu. Est-ce que c'est un procès qu'on fait? Voilà, vous évoquez là un sujet qui est un peu à la mode, celui de jeter un regard éthique, axiologique sur le Bikutsi, précisément le Bikutsi féminin. Effectivement, dans ce recours féminin au Bikutsi, il y a cette volonté d'innover, que ce soit au plan textuel, que ce soit au plan scénique, que ce soit au plan des vidéoclips, qui ont fait qu'un certain nombre de critiques camerounais, précisément d'écoles philosophiques, portent un regard archéologique et découvrent, alors démontrent, ou alors font savoir que ce Bikutsi promeut la dépravation des mœurs. On se souvient d'ailleurs de l'ouvrage du défunt Hubert Mononjana, les chansons de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Il n'y a pas que... La charge est lourde, hein? Ah oui, bien sûr. Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment la crispation de tout ce qui peut être... Impudicité. Impudicité, ubicité, tout ça. Il n'y a pas que Mononjana, il y a aussi Jean-Maurice Noir dans son livre sur le Bikutsi du Cameroun. Et c'est sur une musicologie des seigneurs de la forêt. Une ethnomusicologie. Une ethnomusicologie de la forêt. Il revient largement sur la question. Et même Lucien ici... le philosophe. C'est une question, c'est une lecture de ce qu'on observe en ce qui concerne le recours féminin du Bikutsi. Mais le problème, c'est de s'arrêter à la surface. Je pense que les femmes du Bikutsi revendiquent le droit à la représentation de leur propre corps. C'est-à-dire que les femmes du Bikutsi veulent revendiquer peut-être de façon, sur un fond de provocation, le contrôle du regard qu'on a sur leur corps et le droit aussi de pouvoir jouir de leur sexualité au féminin.
qui est une sexualité qui a été très banalisée, qui a été banalisée dans le sens effectivement de saper leur amour propre et même leur confiance en soi. Au départ, d'abord, il y a le Bikoussi des femmes, puis il y a le Bikoussi des hommes, avec le travail fait par un certain Messi Mangonda Martin, et puis la vague des hommes qui va montante. Dans cet âge ancien, après les femmes, les premières, il y a quand même d'autres femmes. On ne va pas dire qu'Anne-Marie Zieux ne fait pas du Bikoussi, même si ce n'est pas le Bikoussi actuel, mais le Bikoussi, c'est une musique carrefour. Oui, effectivement, le problème se pose au niveau de... Il y a un conflit d'interprétation en ce qui concerne la place de Anne-Marie Zieux dans l'historicité du Bikoussi. Ouais. Pour ma part, je pense que Anne-Marie Zieux est plus l'archive du Bikoussi féminin et non pas la pionnière. Elle n'est pas pionnière parce que dans le livre, à mon sens, je définis l'artiste Bikoussi comme étant une ou un artiste qui se fait connaître par le rythme Bikoussi, qui le revendique. Ouais. Or, on sait très bien que Anne-Marie Zieux commence à chanter avant Messi Martin. Avant Messi Martin a commencé par chanter des slows à la chanson française, de la bossa nova et même de reggae, et même du reggae. Donc, c'est un peu plus tard qu'elle revient au Bikoussi, à travers le travail que fait Christian Mousset dans le Label Bleu autour des années 95, lorsque Christian Mousset l'invite à Paris et fait enregistrer les premiers vraiment Bikoussi modernes de Anne-Marie Zieux. Il y a une chanson Zabazo avec comme ceux qui l'accompagnaient, un parterre d'individus. Mais bon, quand je citais Anne-Marie Zieux, la vieille garde, Anne-Marie Zieux, Marc Zambo et autres, c'était la musique, mais les paroles thématiques, ce n'était pas le nu. Le succès et le public répondaient à ce moment. Oui, tout à fait. Disons que le Bikoussi d'avant 2000, le tournant 2000, était largement héritier de la vieille tradition de l'oraliture africaine des peuples premiers, avec un fort accent sur les textes. Et là, ça c'est un héritage du Mvet. Parce que l'une des sources du Bikoussi, c'est le Mvet. Le Bikoussi ne vient pas uniquement du Mvet, mais le Mvet fait partie d'une des sources. En fait, on a puisé dans le Mvet, voilà, et le dans les récits épiques. Essentiellement récits. Voilà. Et donc tout ça, ça a permis que lorsque les Messi Martin, lorsque celles que vous avez citées ont fait le Bikoussi, elles sont restées largement branchées sur cette catégorie des récits premiers. Mais entre-temps, lorsque les femmes reprennent, elles mettent sur pied ce que j'ai appelé du post-Bikoussi, c'est-à-dire on se retrouve dans un Bikoussi où on peut faire une musique totalement dépouillée de paroles. Est-ce qu'elles le veulent ou est-ce que ce n'est pas le contexte, se mondialisant d'ailleurs, qui l'impose? Il y a des innovations technologiques, ça évolue, l'irruption de la vidéo, du vidéoclip, on se montre davantage, la chorégraphie et autres. Donc il y a un certain nombre d'éléments contextuels qui justifient ce virage du Bikoussi. Tout à fait. Il y a deux pôles, il y a deux éléments à mettre sur la table pour comprendre ce qui se passe. Il y a d'abord le fait que le Bikoussi féminin arrive dans un monde complètement globalisé. C'est-à-dire que les Lady Ponce écoutent également les Rihanna, écoutent également les Beyoncé. Et donc leur musique on ne peut pas faire comme si. Donc du coup, les oreilles sont ouvertes à d'autres sources, d'autres souffles. Tchalamwana, voilà, qui débarque au Cameroun avec Noël en couleur. Oui, il y a une émission de Consti Eka ouais. à la CATV. Et donc,
Donc tout ça, la musique ne peut plus se faire comme par le passé. L'ouverture sur le monde. L'ouverture sur le monde, et puis avec le capitalisme. Parce que maintenant, c'est l'ouverture sur le monde, mais l'ouverture sur le monde capitaliste. Donc il faut faire feu de tout bois pour trouver les éléments permettant de vendre. Donc à ce moment-là, peuvent facilement sauter les boulots esthétiques, éthiques plutôt, et laisser place à un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les femmes arrivent au Bikutsi lorsque les modalités de consommation de la musique ont éclaté. On n'écoute plus la musique à l'ouïe, on jouit de la musique à travers les vidéoclubs, à travers des vidéoclips, à travers à travers la scène et tout le reste. Donc du coup, on ne peut plus composer comme par le passé. On est obligé de composer également en tenant compte, en préparant déjà le type d'image qui va paraître. On est obligé d'avoir un vestimentaire tout à fait particulier. On est obligé parfois même de changer de nom, et ainsi de suite. C'est tout ce que on est d'abord dans le livre. L'arme absolue ici, c'est le nu. Voilà, c'est ça. C'est le corps nu. Voilà. C'est l'érotisme. Voilà. À ce moment, ce n'est pas forcément la meilleure composition ou le meilleur respect des normes grammaticales, la grammaire musicale, mais c'est par le corps, touché tout de suite. Pendant ce temps, Charlotte Dipanda nous ramène aux musiques acoustiques, aux musiques qui parlent à l'intellect. Pendant ce temps, Saligno le fait pareil, mais on a un succès chez des femmes qui sont habillées, qui chantent sans que ce soit salace, qui sont belles, qui ont du talent. Alors, la question, est-ce qu'elle ne se pose pas, vous qui faites cette étude-là, est-ce que la question des ingrédients du succès ne croise pas celle du talent? Les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que même la mise en sens du corps n'est pas dénuée du talent. Quand vous voyez les élaborations au plan esthétique qu'elles utilisent, que ce soit dans leur texte, les métaphorisations qu'elles ont dans leur texte pour parler du corps, et plus précisément du corps, les parties érogènes, c'est aussi du talent. Je réponds à votre question. Le talent musical en soi n'exclut pas de pouvoir d'obtenir un succès. Ça n'exclut pas. Il n'y a pas antithèse entre faire de la musique avec une bonne instrumentation, bonne orchestration, bonne pulsation, et effectivement utiliser les éléments du corps, du nu. L'essentiel, c'est de pouvoir trouver le juste équilibre. Si vous vous contentez uniquement du nu, ça va peut-être plaire à nos amis du quartier de Yaoundé, mais ça ne peut pas traverser les frontières. Ça ne peut pas traverser la frontière, ça n'ira pas loin. Donc c'est une interpellation, effectivement, pour dire aux jeunes dames qui veulent se lancer dans le Bikutsi de davantage miser sur les qualités intrinsèques. Les qualités corporelles vont peut-être avoir un succès pour 2 ou 3 jours, mais ça n'ira pas loin. Alors on parle de ces reines dans l'arène. Elles ont mis de côté les hommes du Bikutsi? Au contraire, les hommes ont toujours cette malice de toujours contrôler les femmes. Ils sont là, d'accord. Malheureusement, ils sont toujours là. Mais qui fait la course en tête? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je dis, ça a été une occasion ratée. Ce recours féminin a été une occasion ratée parce que ça aurait pu être une occasion pour les femmes d'avoir une signature authentique et féminine du Bikutsi. À savoir que certaines d'entre elles passent de l'autre côté de la baie. C'est-à-dire, rentrent en studio, deviennent des directrices artistiques, deviennent des instrumentistes, et là, elles auront la capacité de mieux contrôler, et même productrices, là, elles auront la capacité de mieux contrôler et d'avoir un Bikutsi authentiquement féminin. On ne sait pas ce qui se passe, parce que c'est encore les hommes qui composent, pour certaines,
c'est encore les hommes qui choisissent l'orchestration, c'est encore les hommes qui font la direction artistique. Et parfois même, c'est encore les hommes qui leur dictent ce qu'elles doivent faire parce qu'on veut du succès. Donc, quelque part, il y a un goût d'inachevé qui reste. Voilà. Ça, c'est vous qui êtes observateur et qui voyez le recours et le retour des femmes. Elles ont saisi l'opportunité, elles y vont. D'autant que vous signalez, vous le dites, ce n'est pas un problème de femmes, mais c'est un problème global des musiciens. Il y a un gros problème d'organisation qui a partie avec la question du statut de l'artiste. C'est un parcours de misère. C'est un parcours de... Oui, il n'est pas tracé. Il n'est vraiment pas tracé et on se bat au petit bonheur la chance, ainsi que vous l'écrivez. Et là, vous dites qu'il y a ici plusieurs ruses qu'on utilise. On va citer là, parmi les ingrédients, les atalakou, dédicaces, puis les pseudonymes, mais surtout les atalakou. Je crois que toute la scène artistique vit cela. Les artistes sont obligés, vu, comment on peut dire, vu l'insuffisance de leur statut dans la société et au niveau des institutions, quelle est la place que les institutions accordent aux artistes? Qu'est-ce qu'on met derrière pour que effectivement les artistes puissent contribuer à l'épanouissement, à la respiration sociale? Donc, on a constaté que les femmes, tout comme les autres artistes, pour résorber ça, sont obligées d'introduire dans leurs chansons un certain nombre de propos qui sont notamment des nominations d'un certain nombre de personnalités. Ça leur permet d'avoir quelques sous. Ouais, c'est ce qu'on a. Ça leur permet également de travailler leur relationnel avec le personnel politique, avec le personnel économique, pour pouvoir essayer de fructifier ça. On a emprunté ça au Soukous, au Dombolo, au Congo, les dédicaces, citations de noms et autres, ça vient des hommes, hein? Oui, effectivement, on peut dire que le mot, c'est le mot qui est emprunté à la RDC à travers leur rythme, mais sinon, c'est une pratique qui existait dans les pratiques culturelles locales. Sociales. Oui, sociales, lorsque dans les tontines des femmes, parfois, à un moment donné, elles vont évoquer des noms et l'intéressé va se lever et faire des gestes. Alors, on va quand même dire que si tout le monde ne fait pas longue route, n'a pas balisé le chemin, il y a Lady Ponce quand même qui, on peut dire, peut être considéré aujourd'hui comme un vrai leader dans le domaine de la musique camerounaise et du bikoutsi. Au moment où beaucoup de gens se sont arrêtés, ont été bloqués en cours de route, Lady Ponce fait figure de véritable reine. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Disons qu'elle suit un tout petit peu Katino, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est l'une des femmes du bikoutsi, sans doute la première, à penser que un artiste, c'est toute une industrie autour. Donc, toute une équipe marketing, un communicateur, un tourneur, ainsi de suite. Donc, elle a réussi à... Elle est arrivée dans un contexte où on est au tout numérique et avec les écoutes en streaming qui permettent de générer sur un certain nombre de plateformes des moyens. Elle a su s'entourer des gars qui maîtrisent l'affaire. Elle a su également s'entourer des personnes qui la conseillent sur le plan vestimentaire, sur le plan du marketing, sur le plan même des propos publics. Donc en fait, il y a une construction de la réussite. Ce n'est pas de l'improvisation simplement. Tout à fait. Pas d'improvisation, mais du construit et du construit vraiment durable. Mais ce bikoutsi là est secoué par l'éruption d'un nouveau genre, d'une nouvelle musique urbaine, le mbolé. On n'a pas vu trop de dames du bikoutsi, de matrones bifurquées. On ne les voit pas aller vers le mbolé, on ne sent pas qu'il y a cette fusion-là. Le mbolé s'impose davantage. Aujourd'hui, les matrones du bikoutsi sont-elles en panne? Ou est-ce qu'elles ont saturé avec l'excès d'érotisme, de chansons salaces et autres?
Je pense que moi, j'observerais les choses comme des évolutions parallèles. Le Mbolé a certes un succès actuel dans la société camerounaise, mais il est éphémère. Non, je ne dirais pas qu'il est éphémère, il faut qu'on se donne du temps pour l'observer, mais sans que son succès n'édulcore le bikoutsi, précisément le bikoutsi féminin. Les deux vont en parallèle et il n'est pas exclu que dans un proche avenir, qu'il y ait des mixtures, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des featuring pouvant déboucher un peu comme Coco Argenté l'a fait avec Talla. Ouais. Elle a réussi à créer une sorte de fusion entre le bikoutsi et le benskin, qui est d'ailleurs sorti avec une chanson éponyme Bikoutsine. Donc il n'est pas exclu que, et ça les Camerounais ont vraiment l'art de le faire, de pouvoir effectivement faire des savants mélanges entre les rythmes du terroir. Voilà. Alors une étude comme celle-là, en quoi est-ce qu'elle peut aider au développement de la musique? On écrit pour documenter une activité sociale. C'est ça qui va peut-être permettre que les pouvoirs publics trouvent des éléments pouvant effectivement institutionnaliser le statut de l'artiste. Qu'est-ce qui peut faire que le bikoutsi caracole à nouveau, mais davantage au niveau continental, sans ce côté bordélique? Vous m'amenez là à faire un jugement de valeur. Un jugement de valeur, pour ne pas dire prescripteur d'éthique. Non, je pense que tout réside dans ce qu'on a dit, à savoir le travail. On peut continuer à chanter le corps. Il faut revenir, vous pouvez chanter le corps, vous pouvez chanter ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est dans le travail intrinsèque en soi-même. C'est-à-dire bonne orchestration, c'est-à-dire travailler le son, utiliser les variations sonores que vous voulez, faites du bon travail, de bons guitaristes. Il faut que les femmes passent de l'autre côté. J'aimerais bien voir des femmes qui deviennent des directrices, deviennent des musiciennes et non des vedettes. Okay. Parce que pour la plupart, elles sont restées au niveau des vedettes. Je pense qu'il faut qu'elles franchissent le palier, qu'elles n'aient pas peur de le faire. Elles vont y arriver. Joseph Fumtim, dans l'atelier d'écriture, est-ce qu'il vous est arrivé parfois à 23h, à 2h du matin, pendant que vous écrivez, d'écouter Bezabadio, d'écouter une des chansons de Ponce ou Salignolo? Est-ce que la musique fait partie des ingrédients de l'écriture? Tout à fait. Déjà que musique et écriture partagent un même, si on peut dire, un élément commun qui est le récit. Mélodie et voilà, voilà. Écriture. Puisque même dans l'écriture, il faut du rythme, il faut de la mélodie, il faut tout ça, il faut un rythme. Donc, effectivement, nous écrivons pas que la nuit, même en journée, de temps en temps dans mon bureau, je mets une nappe sonore qui me permettent de pouvoir gérer des moments d'incertitude, des moments de déséquilibre dans le sujet que vous voulez écrire. Et puis en même temps, c'est des moments d'inspiration, parce que deux fois, c'est entre deux pulsations qu'une idée peut jaillir et vous permettre d'évoluer dans votre écriture. Merci d'être venu à cette émission Ponctuation pour nous dire comment est-ce que vous avez ponctué votre écriture, la rédaction de cet ouvrage. Merci pour cette ponctuation musicale qui nous est offerte. Nous souhaiterions vous recevoir pour parler du tout premier livre que vous avez produit sur les têtes brûlées, Zanzibar. Ce sera avec plaisir. Ok. C'était Ponctuation. On a fait du bikoutsi et je vous recommande d'acheter cet ouvrage Au cœur des reines du bikoutsi, voilà, de Joseph Fumtim. Bonne écoute, bonne lecture. À mardi prochain.